Il est du véritable amour comme de l'apparition des esprits. Tout le monde en parle, mais peu de gens ont vu. L'amour prête son nom à un nombre infini de commerces qu'on lui attribue, et où il n'a non plus de part que le doge à ce qui se fait à Venise. L'amour de la justice n'est, en la plupart des hommes, que la crainte de souffrir l'injustice. Le silence est le parti le plus sûr de celui qui se défie de soi-même. Ce qui nous rend si changeants dans nos amitiés, c'est qu'il est difficile de connaître les qualités de l'âme et facile de connaître celles de l'esprit. Nous ne pouvons rien aimer que par rapport à nous, et nous ne faisons que suivre notre goût et notre plaisir quand nous préférons nos amis à nous-mêmes. C'est néanmoins par cette préférence seule que l'amitié peut être vraie et parfaite. La réconciliation avec nos ennemis n'est qu'un désir de rendre notre condition meilleure, une lassitude de la guerre et une crainte de quelque mauvais événement. Ce que les hommes ont nommé amitié n'est qu'une société, qu'un ménagement réciproque d'intérêts et qu'un échange de bon office. Ce n'est enfin qu'un commerce où l'amour-propre se propose toujours quelque chose à gagner. Il est plus honteux de se défier de ses amis que d'en être trompé. Nous nous persuadons souvent d'aimer les gens plus puissants que nous, et néanmoins c'est l'intérêt seul qui produit notre amitié. Nous ne nous donnons pas à eux pour le bien que nous leur voulons faire, mais pour celui que nous en voulons recevoir. Notre défiance justifie la tromperie d'autrui. Les hommes ne vivraient pas longtemps en société s'ils n'étaient les dupes les uns des autres. L'amour-propre nous augmente ou nous diminue les bonnes qualités de nos amis à proportion de la satisfaction que nous avons d'eux, et nous jugeons de leur mérite par la manière dont ils vivent avec nous. Tout le monde se plaint de sa mémoire, et personne ne se plaint de son jugement. Nous plaisons plus souvent dans le commerce de la vie par nos défauts que par nos bonnes qualités. La plus grande ambition n'en a pas la moindre apparence lors qu'elle se rencontre dans une impossibilité absolue d'arriver où elle aspire. Détromper un homme préoccupé de son mérite est lui rendre un aussi mauvais office que celui que l'on rendit à ce fou d'Athènes qui croyait que tous les vaisseaux qui arrivaient dans le port étaient à lui. Les vieillards aiment à donner de bons préceptes pour se consoler de n'être plus en état de donner de mauvais exemples. Les grands noms abaissent au lieu d'élever ceux qui ne les savent pas soutenir. La marque d'un mérite extraordinaire est de voir que ceux qui l'en vient le plus sont contraints de la louer. On s'est trompé lorsqu'on a cru que l'esprit et le jugement étaient deux choses différentes. Le jugement n'est que la grandeur de la lumière de l'esprit. Cette lumière pénètre le fond des choses. Elle y remarque tout ce qu'il faut remarquer, et aperçoit celles qui semblent imperceptibles. Ainsi, il faut demeurer d'accord que c'est l'étendue de la lumière de l'esprit qui produit tous les effets qu'on attribue au jugement. Chacun dit du bien de son cœur, et personne n'en ose dire de son esprit. La politesse de l'esprit consiste à penser des choses honnêtes et délicates. La galanterie de l'esprit est de dire des choses flatteuses d'une manière agréable.